Est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Mariam et Olivier pour le partage de la session. Un grand merci aussi aux organisateurs et organisatrices pour m'avoir invité. Je m'appelle effectivement Guillaume Zekache et je suis psychologue, une sorte de psychologue social, quelqu'un qui s'occupe de comprendre comment l'esprit contraint et rend possible les comportements individuels et comment ces comportements individuels aussi sont façonnés en retour par la situation, le contexte, la culture et donc en fait le rapport aux autres et aux normes sociales. Et depuis environ un peu plus d'un an, j'ai embrassé les sciences de la durabilité comme méthode de travail et comme horizon scientifique. Et dans ce qui suit, je vais malheureusement pas avoir l'occasion de vous présenter des projets qui sont relativement neufs encore. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de proposer une discussion autour de la question des climats sociaux face aux limites planétaires. Alors, je suis pas du tout fan d'art. Je crois que je suis un peu la pire personne à amener au musée parce que j'ai du mal à rester sérieux dans ce genre de circonstances. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour choisir une illustration de ce que j'aimerais ici vous raconter. C'est un montage du photographe John Goto, tiré de la série High Summer, dans lequel le photographe va présenter des paysages britanniques du XVIIIe siècle. Il frappe de l'actualité. Et l'actualité, selon lui, c'est pas seulement un paysage de désolation marqué par une inondation, c'est pas non plus seulement la fin des routes et donc des voitures, qu'on souhaite peut-être un peu toutes et tous. C'est aussi et sans doute surtout le délitement du lien social fondamental dans Le Déluge, qui est le titre du photomontage. Alors le monde contemporain ou à venir serait celui dans lequel des organismes qui semblent appartenir à un même foyer décident de faire chemin à part. Donc on a deux enfants dont on imagine qu'ils sont frères et sœurs, qui partagent environ 50% de leur gènes et une grande partie de leur passé, qui décident à un moment donné de prendre des directions opposées. Ici, on le voit sur la photo. Et le chien, en fait, aussi, lui, il semble jeter un dernier regard vers ses anciens compagnons. Le lien social fondamental du foyer, il est rompu et on devine que ce qui provoque sa rupture, c'est ce fameux déluge. Alors, je suis un peu sombre. Je ne veux pas vous plomber le moral avec ces histoires de déluge, mais en fait, c'est pas de ma faute si je suis sombre, parce que c'est pas non plus la faute de Richardson et collègues qui ne font qu'observer que dans une étude publiée en 2023, que 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées et que, je cite, la Terre est désormais bien en dehors de l'espace de sécurité de l'humanité. Donc chaque cadran de cette figure montre une limite planétaire et chaque couleur départant du vert indique une déviation depuis un espace safe, c'est-à-dire un espace qui va être sûr. Alors ce tableau sombre, il est accentué par de nombreuses études et des rapports gouvernementaux et intergouvernementaux qui lient le dépassement d'au moins une de ces limites planétaires, qui est acté bien avant l'article de Richardson et collègues, à un risque accru d'effondrement. Alors ce n'est pas nécessairement un déluge, mais on est toujours dans le registre de l'apocalyptique. Et un rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction du risque catastrophique va indiquer que l'analyse des 9 limites planétaires montre une tendance inquiétante vers, je cite, un scénario d'effondrement global. Alors c'est quoi au juste l'effondrement? Alors c'est un terme qui est un peu piégeant, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est pas toujours très clair ce qui est entendu par ce concept d'effondrement ou de collapse. On pense souvent à l'ouvrage de Jared Diamond publié en 2005, pour les francophones, celui d'Yves Cochet publié en 2019, qu'il présente lui-même comme un essai de collapsologie, c'est-à-dire une science de l'effondrement. Et ce qu'entend Jared Diamond par le terme effondrement, c'est, je traduis, un processus de diminution drastique de la taille de la population humaine et ou de la complexité politique, économique et sociale sur une zone considérable et pendant une période prolongée. Ce n'est pas toujours très clair ni très opérationnel, et ce qu'ont fait d'autres collègues, comme notamment Cummings et Peterson en 2017, c'est qu'ils vont établir 4 critères qui permettent d'identifier un cas d'effondrement dans l'histoire ou dans l'archéologie. Donc ça va être que l'identité d'un système socio-écologique est perdue, les acteurs clés, les composantes du système et les interactions sont amenées à disparaître ou ont disparu. La perte d'identité, elle doit être rapide. L'effondrement va impliquer des pertes substantielles de capital socio-écologique, par exemple arbitrairement la perte de 90% de la population. Les conséquences de l'effondrement doivent être durables, persister plus longtemps qu'une seule génération ou beaucoup plus longtemps que la dynamique typique du système. Et donc dans la figure ci-contre, on voit que ça doit se passer un peu comme dans la courbe rouge. Le processus doit se faire de façon substantielle, ici en panel B, persistant en panel C, et puis abrupt ici en panel D. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un effondrement?
et ces signaux faibles dans l'actualité, la recherche qui se penche sur les effets du dépassement peut traiter de ce qu'on appelle la cohésion sociale, qui est aussi un autre terme, un terme un peu valise. Et un exemple classique, ce serait peut-être Haïti. Je dis peut-être parce que je ne suis pas du tout un spécialiste euh, de ce terrain où des tremblements de terre, des ouragans, des épidémies de choléra sont devenus catastrophiques en exacerbant les vulnérabilités préexistantes, comme l'instabilité politique et la dépendance alimentaire à l'exportation. Alors ces aléas, ils auraient poussé l'île à un point de rupture, breaking point, comme dirait Jean-Martin Bauer, alors directeur du programme alimentaire de l'ONU. Alors, de nombreuses études ont sinon lié les aléas causés par le dépassement d'une limite planétaire, comme la concentration de CO2 à des conflits civils armés, qui sont à la fois des antécédents et des conséquences d'un effondrement de la cohésion sociale. Les sociétés en conflit ne parviennent plus à absorber les désaccords politiques, menant donc directement à la violence armée. En 2011, Xiang et ses collègues ont analysé des données de 1950 à 2004 et ont montré que la probabilité de nouveaux conflits civils sous les tropiques double pendant les années El Niño, qui provoquent à la fois des sécheresses et des inondations. Dans une étude de 2009, Burke et collègues défendent, je cite, des liens historiques étroits entre les guerres civiles et la température en Afrique, les années les plus chaudes entraînant une augmentation significative de la probabilité de guerre civile. Enfin, Kelly et collègues ont suggéré qu'en 2015, que la sécheresse de 2006-2007 en Syrie a réduit la productivité des cultures et du bétail, provoqué une migration massive vers les centres urbains et un conflit civil généralisé en 2010. Et d'autres, enfin, comme Burke, se sont opposés à une vision déterministe, clairement déterministe du lien entre changement climatique, aléas et risque du conflit armé. Et il défend par exemple que les guerres civiles dans certaines régions de l'Afrique s'expliquent plutôt par des conditions structurelles et contextuelles comme l'exclusion ethnopolitique ou les difficultés d'une économie nationale. Mais en général, on peut imaginer un consensus sur le fait que les aléas sont liés au conflit armé parce qu'ils prennent appui sur des vulnérabilités préexistantes qui vont fragiliser les populations jusqu'au risque de conflit armé, rendant les populations encore plus vulnérables à d'autres conflits, les laissant en prise avec ce qu'on va appeler un cercle vicieux. Et avant que ces conflits en fait, n'émergent et avant même les effets du changement climatique connus de chacun, en fait, la question du lien social et du lien entre aléas et cohésion sociale des populations se posait. En 1972, Turnbull décrivait, non sans que sa position soit très très critiquée, j'y reviendrai plus tard, la situation des Hik d'Ouganda, dans le Karamoja, qui, frappés par des migrations forcées et des sécheresses, étaient sujets à une méfiance généralisée. Turnbull raconte que les membres d'un village se méfient et se craignent les uns les autres. La méfiance commence même à l'intérieur d'un foyer, entre un homme et sa femme et entre chacun d'eux et leurs enfants. En fait, nul besoin d'aller en Ouganda pour observer ce que la rareté de la ressource fait à la société. En 1896, à Moscou, on aurait observé une panique de masse causée par des mouvements d'appropriation violents lors du couronnement du tsar Nicolas II, après une simple rumeur qu'il n'y avait pas assez de cadeaux pour tout le monde. Et en fait, derrière la notion d'effondrement, et c'est là où je veux nous amener, il y a une vision un peu particulière de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine, illustrée par l'idée que l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus est en latin, on tire ça de plot, on tronque un tout petit peu. Et cette idée, elle est née sans doute en tout cas, ce concept particulier est né dans l'espace méditerranéen. Il est repris ensuite dans l'Europe moderne, chez Sénèque, Montaigne, puis Hobbes, avec l'idée que si l'état de nature, entre guillemets, est marqué par une guerre de tous contre tous, et on a besoin d'une gouvernance centrale pour assurer en fait la cohésion sociale. Dans ce qui suit, en fait, et avec le temps qui me reste, j'aimerais faire trois choses. C'est d'abord interroger ce concept d'effondrement et son utilité pratique et scientifique, en racontant brièvement l'histoire intellectuelle d'un concept qui est assez proche, en fait, qui est le concept de panique et aussi son destin scientifique, qui en tentant de dessiner une stratégie alternative pour l'étude du lien social et donc des climats sociaux face au stress sur les ressources, et aussi une meilleure préparation face aux aléas. Alors ce concept, j'en ai déjà parlé, c'est le concept de panique. Dans sa représentation populaire, la panique serait une sorte de peur intense qui conduit à un plan d'action irrationnelle pour atteindre un état de sécurité physique. Alors, le sociologue Quarantelli note que le concept de panique est associé à l'irrationalité, l'impulsivité et le comportement antisocial.
Et le spectre de la panique, il se manifeste notamment dans de nombreux pays du Nord par une certitude, c'est que face au danger, le tissu social se déchire sous l'effet d'une peur individuelle intense menant à un individualisme antisocial. Alors cette idée, elle est renforcée par de nombreuses représentations populaires. Je pense que certains d'entre vous se rappelleront du film Titanic où on voit l'officier William Murdoch tirer sur des passagers qui tentent de monter dans les canaux qui sont pourtant réservés aux femmes et aux enfants et en essayant de contenir une foule agressive. Et la suite, en fait, confirme l'action de Murdoch parce que lorsque le bateau chavire et que la première cheminée s'effondre, et ben, Caldon Oakley, le méchant dans le film, eh bien, il doit repousser des assaillants avec des rames pour protéger un canot. Il a lui-même trompé la norme sociale en tentant de soudoyer d'abord Murdoch et puis en se faisant passer pour père de famille. Et en fait, bien que ce personnage soit détestable, on peut se dire, est-ce qu'on peut blâmer à quelqu'un qui cherche à survivre? Est-ce qu'il n'exprime pas ici un simple instinct de survie légitime? Et en fait, le spectateur de Titanic, il se trouve confronté au dilemme social fondamental. Est-ce que je dois faire avec les autres quand je suis face au danger ou à la rareté des ressources, ou contre eux et contre les règles? Et cela rappelle ce qu'on appelle le fameux dilemme de l'entrapment. Si le feu se met à prendre ici dans cette salle, et que je laisse quelqu'un passer avant moi, ben, le feu se rapproche de moi-même en fait. Et j'ai aucun intérêt à attendre qu'une autre personne me dépasse. Je ferais mieux de forcer le passage. Et cela aussi pourrait s'expliquer par le fait que la perception de la rareté d'une ressource, notamment celle de la sécurité physique, affecte la valeur perçue de cette ressource et qui devient plus difficile à accéder à ce moment-là. Et l'attente sociale sous-jacente, c'est que il va y avoir un comportement appropriatif de la part des autres. Ils vont chercher à s'approprier la ressource en particulier. Ils vont menacer notre capacité de garder contrôle sur cette ressource, ce qui va donner lieu à une compétition sociale et parfois de l'agressivité. Et donc en fait, lorsque les individus dévient la norme consistant à attendre calmement l'évacuation, ça peut briser le tissu social parce que chacun ne peut plus faire confiance aux autres dans leur capacité de faire attention à la norme, et donc ça se transforme en chacun, chacune pour soi, et que se sauvent ceux et celles qui le peuvent. Et comme l'a montré mon collègue britannique John Drury, cette vision, en fait, c'est assez un lieu commun, en tout cas dans les pays du Nord. C'est assez peu étudié dans les pays du Sud, et on va y remédier avec nos collègues, notamment malgaches. Et on peut soi-même évoluer sa propre représentation. Et pour l'avoir déjà énormément fait, en fait, dans plusieurs institutions, c'est assez évident, en tout cas dans l'espace francophone ou en France, qu'on a une tendance à penser qu'en cas d'urgence, les membres de la foule agissent de manière égoïste et en cas d'urgence, l'ordre social va s'effondrer. Et pour autant, en fait, si on regarde vraiment, si on fait un examen empirique de ce que donnent à voir notamment les situations d'urgence, c'est tout l'inverse. En fait, pour Enrico Quarenti, la panique constitue une minuscule fraction de comportements rapportés face aux dangers immédiats. Et l'exemple paradigmatique, c'est la couverture médiatique de la diffusion radiophonique de La Guerre des mondes aux États-Unis, un texte de l'écrivain de science-fiction Herbert Wells, raconté par la troupe du Mercury Theatre en 1938. Alors, selon les médias, la diffusion radiophonique aurait causé un vent de panique, puisque les auditeurs, pensant qu'ils écoutaient un bulletin d'information, auraient cru à une invasion extraterrestre. Et en fait, selon les travaux du psychologue social nord-américain Cantrill, en fait, ça a été largement exagéré, puisque la plupart des gens qui avaient écouté le bulletin d'information, en fait, ne l'avaient pas pris pour un bulletin d'information. Une autre illustration similaire, en Europe cette fois-ci, à Barsebäck en Suède, c'est un programme radio en 1973 qui vise à faire débattre sur les risques du nucléaire. Il va présenter un faux bulletin d'information sur un accident à venir dans une centrale en construction. Et puis, un journal de Göteborg va rapporter que des personnes désespérées auraient fui en panique, paralysant le travail de la police et bloquant les casernes de pompiers. Et si on regarde attentivement ce qui s'est passé, ce qu'ont fait Rosengren et collègues, c'est que 20% de la population a écouté le programme, ce qui est beaucoup. 10% l'ont pris pour une vraie info, 8% ont ressenti de la peur, mais seulement 1% ont agi et 0% ont, entre guillemets, paniqué. Enfin, un peu plus récemment, et encore dans le Nord, je suis désolé parce que malheureusement, on a beaucoup d'études qui nous viennent de ces régions, et encore une fois, ce sont des choses qui vont être changées, j'espère, dans le futur proche. On peut se rapporter au témoignage de Bruno Dellinger en 2001, qui est victime des attentats du World Trade Center,
Il travaille au 47e étage de la tour numéro 1. Un avion va percuter la tour, il va rassurer immédiatement ses employés, tant qu'il peut, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement un avion qui s'est écrasé contre le bâtiment. Ils finissent par évacuer, il décrit la foule qui descend avec moi est multicolore, on parle de tout et de rien, de l'évacuation bien sûr, mais que dire? Alors on parle des résultats sportifs ou bien de dossiers en cours. Et il dit, je m'inquiète pas, tout cela reste très conceptuel, la preuve, on reprend la descente sans panique. C'est pas comme ça un attentat les gens courent, les bombes explosent, ça peut pas être un attentat. Et puis, en fait, de fait, en fait, si on regarde le grand nombre d'études qui ont été faites sur ce sujet, encore une fois, très présentes au Nord, le lien social souffrirait pas tant de la panique que ça. L'urgence donnerait surtout lieu à de l'entraide et à de la coopération. On a des exemples notamment à Londres en 2005. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion, avant de rejoindre l'IRD, de faire une étude avec des survivants aux attentats du Bataclan qui ont lieu à Paris, ici en France, le 13 novembre 2015, qui ont fait plus de 90 morts et plus d'une centaine de blessés. Et ces survivants nous ont évidemment raconté l'usage de la force. On s'est levé, il y a eu un mouvement de foule à un moment donné, on s'est fait un petit peu marcher dessus, mais ce qu'ils vont raconter beaucoup plus souvent, c'est le fait de donner du réconfort à l'autre. Je me retrouve allongé par terre, je dis à quelqu'un qui est terrorisé, pleure pas, comment tu t'appelles? Et enfin, on a aussi beaucoup entendu parler de collaboration physique et de normes sociales collaboratives, se tenir à la porte, faire la courte échelle pour monter sur le toit, même organiser une démocratie directe pour décider ce qu'il fallait faire dans la loge qui les abritait des terroristes. Et si on regarde en fait tout ça, globalement, le rapport entre comportements coopératifs en vert et antisociaux au rouge, on observe que ces comportements coopératifs sont 3 fois plus fréquents en moyenne par individu. Et de façon en fait contre-intuitive, en fait, la perception du danger commun va créer un sentiment de destin commun parmi les survivants. Alors c'est un autre narratif qu'on pourrait peut-être explorer dans la science de la durabilité. Dans une étude portant sur le séisme et le tsunami de 2010 au Chili, ce qu'on observe, c'est le soutien émotionnel à autrui est associé à l'identification sociale, se sentir proche des autres, qui à son tour était prédite par l'idée d'un destin commun. Je suis désolé, le graphique est un peu indigeste, mais croyez-moi sur parole, s'il vous plaît. Alors, je pourrais vous présenter vraiment 100 exemples qui proviennent malheureusement, encore une fois, largement de la littérature des pays du Nord. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir si cette coopération, elle va tenir sur le plus long terme. Parce qu'on peut se rappeler les mots très durs de Turnbull sur la cohésion sociale au sein des Higgs d'Ouganda en disant qu'il n'y a plus aucune confiance dans ces foyers. Et malheureusement, en fait, de nombreux terrains seraient propices à de telles études, notamment à Mayotte, qui a été frappée par une grave sécheresse et à des restrictions d'eau cette année. Et pour ma part, je participe en tant que porteur à cet effort scientifique via un programme qui commence tout juste, qui s'appelle ANR in Extremis, et qui va tenter d'examiner en fait, le lien entre perception de la ressource hydrique et préférence en termes de confiance sociale, de confiance interpersonnelle. Et cela dans plusieurs terrains avec lesquels l'UMI Source travaille, nos antennes, nos collègues notamment au Sénégal, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, mais aussi on a des collaborations avec des collègues éthiopiens et des collègues ougandais à ce sujet. Et ce qu'on peut dire pour l'heure, c'est que les sociétés, la fameuse société des Higgs d'Ouganda décrite par Turnbull, bah, c'est en fait remise largement de cet épisode, s'il a existé tout court, hein. Elle continue à posséder une identité, donc elle n'est pas dans un état d'effondrement comme on aurait pu l'imaginer. Les HIC ont, comme beaucoup de groupes, en fait, comme beaucoup de populations, des systèmes de mutualisation des risques, formes de configuration sociale résiliente au choc, notamment autour du stress alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut imaginer que le futur sera paisible. C'est l'idée qu'en fait, il y a déjà des stratégies psychologiques spontanées culturelles chez des tas de populations dans le monde, y compris ici en France, qui permettent de faire face à ces risques. Aussi, avec nos collègues éthiopiens, on observe que dans des populations qui vivent dans la vallée de l'Omo, il y a des reconfigurations sociales, des stratégies pour s'adapter spatialement, notamment au stress hydrique et aussi au stress alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'effondrement pour finir? Il me reste 5 minutes. Alors,
je vous disais, on est un peu libéré, en tout cas académiquement, mais seulement académiquement, parce qu'on peut demander autour de soi ce que les gens pensent de la panique, et je pense que ce serait assez évident qu'ils pensent qu'il va y avoir de la panique s'il y avait un feu ici dans ces amphithéâtres. Et on pourrait quand même essayer de se libérer peut-être du concept d'effondrement et de son narratif auto-prophétique. Le problème, c'est que Mariam parlait des multinationales, le problème, c'est que les élites y tiennent. Mais ce que suggère pas mal en fait de travaux, notamment les auteurs du livre Questioning Collapse, Mac Anani et Yofi, c'est que si l'effondrement est défini par la fin complète de ces systèmes politiques et du cadre civilisationnel qui les accompagne, bah, ce que dirait Eisenstadt, le sociologiste, c'est qu'en fait ils sont rares. Ce que dirait Tainter, c'est qu'un historien et anthropologue, il n'y en a en fait jamais eu d'effondrement. Alors c'est une position qui est très forte, on pourra en discuter dans les questions, mais ça soulève quand même la question de la pertinence, en tout cas scientifique pour le moment, du concept d'effondrement. Et en fait, je posais la question de qui doit s'en libérer. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement une affaire d'universitaires, ce n'est pas seulement une affaire d'associatifs ou de gens de la population, il s'agit aussi de libérer sans doute les élites de ce terme. Donc concernant la notion assez proche de panique, ce que Clark et Chess notent, c'est que les élites et la gouvernance en général ont tendance à attribuer de la panique aux autres, alors qu'ils en font surtout preuve eux-mêmes. Par exemple, fin mars 1979, un accident nucléaire dans la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie aux États-Unis, suppose pendant un moment l'évacuation des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Et le gouverneur de Pennsylvanie refuse car il dit il craignait que cela générerait de la panique. Et il préfère en fait la rétention d'informations à la sécurité même des populations, soit un prétexte qui, nous l'avons vu avec force exemple, a reçu peu de preuves empiriques. Et ce comportement de la panique, à propos de la panique, ce serait juste bien s'il restait très conceptuel, mais en fait, il a des impacts très très pratiques. Par exemple, ça pourrait provoquer une sorte de panique dans la population, en tout cas une panique appropriative, un mouvement d'appropriation par la population dans un mouvement autoprophétique. Donc, un exemple, c'est l'anthrax, dont les plus anciens se souviennent ici, j'en fais partie malheureusement, en 2001, où en fait on a eu des lettres qui étaient reçues qui contenaient apparemment de l'anthrax, et en fait une communication au compte-gouttes par les autorités états-uniennes, en fait ont provoqué chez la population une recherche effrénée d'antidotes, poussant même à de l'approvisionnement en dehors des États-Unis par certains, et privant en fait les premiers bénéficiaires de ces antidotes, à savoir les employés des services postaux et municipaux aux États-Unis. Alors, comme dirait Descartes, je crois, la nature n'aime pas le vide. Le problème, c'est si on enlève ce narratif d'effondrement, lequel on va utiliser à la place. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire avec la science de la durabilité, et j'espère m'inscrire dans ce travail, même si pour le moment, j'ai plutôt des questions plutôt que des réponses. Une première chose à faire, à mon avis, ce serait essayer de cartographier et faire une espèce d'archéologie de cross-culturelle du narratif de l'effondrement et du collapse. À quel point on trouve ce narratif dans plusieurs populations et quel rôle il joue. Comment ce narratif est distribué parmi les élites, la gouvernance des risques naturels et aussi la population, et aussi, en fait, surtout, quel genre de narratif et de méthodes peut-on imaginer qui permettent aux populations de faire part de leur vulnérabilité préexistante et à venir face aux limites planétaires et de s'y préparer en prenant appui surtout sur des traditions, stratégies locales qu'on cherche à atténuer lorsqu'on est un expert ou lorsqu'on est un gouvernant de fait.